Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour une nouvelle vidéo Yakcast, aujourd'hui consacrée à la communication entre DaVinci Resolve et Final Cut Pro 10 ou tout autre logiciel comme Adobe Premiere ou Media Composer. Parce que vous allez voir, c'est à peu près la même chose. On va utiliser donc les fichiers XML pour communiquer entre les deux applications et voir ce qui est possible de faire, quel est l'intérêt d'utiliser DaVinci Resolve par exemple dans certains cas, plutôt que dans FCP10, et est-ce qu'on peut revenir dans les deux sens, quelles sont les informations qui passent et qui ne passent pas. Bon bref, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour démarrer cet élément et pour montrer un des flux de production, on peut dans certains cas avoir besoin de DaVinci Resolve pour utiliser et pour visionner en fait des plans comme ces plans en fait tirés de ma Pocket Camera avec une suite de fichiers DNG. Vous voyez, c'est pas très lisible directement dans le Finder. Donc on va voir comment utiliser cela. Ensuite, on peut aussi demander à, par exemple, si vous avez une station d'étalonnage assez bien garnie en GPU, en mémoire, mais que le monteur, lui, n'a une petite station au fond de sa cave et qui ne voit pas la lumière, il ne peut pas gérer des images comme ça 4K. Donc, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est utiliser DaVinci Resolve pour convertir ces fichiers 4K en haute résolution pour la machine du monteur et l'utiliser comme moulinette. Et c'est un petit peu ça mon point de départ de cette présentation, c'est-à-dire qu'on va utiliser Resolve pour, comme outil de conversion de plusieurs plans, pour faire par exemple ce qu'on appelle les dailies. Les dailies, ce sont lorsque vous récupérez les rushs, vous faites des sauvegardes bien sûr sur différents disques durs, puis vous préparez les plans pour le chef opérateur, le réalisateur, lorsqu'il veut visionner les plans le soir, ou bien pour le monteur directement. Et donc vous allez pouvoir, en fonction des caméras que vous utilisez, si c'est des fichiers MXF par exemple, ou si ce sont d'autres éléments, des R3D, ou voilà, donc plein d'autres, des fichiers DPX, des séquences DPX par exemple. Vous allez pouvoir par exemple tout mettre sous format ProRes en HD, et puis après revenir pour refaire l'étalonnage, mais cette fois-ci en 4K, en 5K, en 6K, comme vous le voulez. Donc c'est un peu le workflow que je vais vous montrer ici. Donc je vais pouvoir rentrer dans DaVinci Resolve. Là j'ai un projet justement en Ultra HD. Je vais pouvoir l'ouvrir. Et puis je vais aller retrouver en fait mes médias. Donc par exemple, je retrouve mes médias ici vidéo, donc en 4K Ultra HD, qui ont été tournés avec la Blackmagic Production Camera 4K. Et puis je retrouve ici mes fichiers DNG. Alors là, qui sont lisibles directement. Vous voyez, ce sont des fichiers pour un timelapse, par exemple, voilà, comme ceci. Donc je pourrais utiliser DaVinci Resolve pour convertir ces fichiers DNG et les transformer en ProRes, par exemple. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les plans qui sont ici, et je vais pouvoir, par exemple, les sélectionner, parce que pour l'instant, ils sont uniquement sur mon disque dur. Et DaVinci Resolve ne prend pas conscience de ces clips, n'a pas de connexion avec ces clips. Pour que DaVinci Resolve connaissent l'existence de ces clips, il va falloir que je les mette dans le media pool, où on peut l'appeler aussi la matrice. Et une fois qu'ils sont dans la matrice, DaVinci Resolve connaît tout de ces clips. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici sélectionner les plans et je vais avoir accès à toutes les métadonnées en fait de différents clips. Donc ça peut être, c'est très pratique d'avoir le media pool. Pour faire simple, un media pool, c'est un chutier pour votre logiciel dans lequel vous allez voir classer. Là, j'ai un dossier, c'est un chutier master. Et vous pouvez mettre différents sous-dossiers directement. Donc, ça peut être assez pratique pour cela. Donc, je vais maintenant passer. Donc, j'ai juste fait ici dans la partie média, la première page, ça, glisser et déposer mes éléments dans média. On va voir que c'est très rapide en fait pour convertir tous les fichiers. Ensuite, je vais dans Edit. Edit, c'est la partie montage de DaVinci Resolve, où on va retrouver ici les médias. Donc le media pool, c'est exactement la même chose que sur la page précédente, présenté sous une autre forme. Et on a l'onglet Timeline. Pour l'instant, il n'y a pas de timeline qui sont ouvertes, ou qui sont créées tout simplement. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire créer une nouvelle timeline. Je vais pouvoir l'appeler par exemple XML. Et puis, vous voyez, par défaut, l'option est Empty Timeline, c'est-à-dire qu'il va créer une timeline vide, bien sûr, pour mettre tous les clips un par un. Moi, mon but, c'est de gagner beaucoup de temps, décocher cette option, et donc il va prendre tous mes clips qui vont être dans mon media pool, ici, et automatiquement, il va créer un bout à bout
de tous mes clips. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, j'ai une dizaine de clips, donc c'est simple. Mais quand vous avez une centaine de clips, au lieu de les glisser un par un ou de les faire un drag and drop, là, vous avez directement, lorsque vous créez la timeline se remplit automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique d'avoir ce genre d'option pour gagner du temps toujours en 2 clics. Voilà, vous avez le bout à bout. Ensuite, juste pour m'arrêter sur la partie edit, c'est une page où il y a eu beaucoup de changements depuis 2 versions maintenant. C'est vraiment un outil maintenant d'étalonnage à part entière. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, une configuration très proche de ce que vous connaissez déjà avec donc le chuitier qui est le media pool, le visualisateur source, le visualisateur de la timeline ici, donc du montage, donc le record. Vous voyez comme ceci. Si je prends un plan, je peux le glisser ici. Pour les utilisateurs de Final Cut Pro 7, bah, vous allez vous y retrouver. Hein. C'est exactement le même menu. Ils ont fait copier-coller. Globalement, c'est un petit peu un mix entre FCP 7, FCP 10, Premiere, parce qu'au niveau des pistes, vous allez vous y retrouver un petit peu mieux par rapport à FCP 7 ou Adobe Premiere, par exemple. On retrouve les mêmes outils. Vous avez les outils de trim, des lames et autres. Vous avez, par exemple, si je sélectionne un plan, bah, vous avez le lien. En fait, les icônes sont les mêmes que dans FCP 7. Ou alors, je peux décocher justement le lien et, par exemple, demander à enlever tous les audios, parce que je ne vais pas utiliser l'audio dans ce Yakas pour l'étalonnage. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, juste vous montrer qu'ici, il y a l'index qui me permet de passer directement d'un plan à un autre. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve pratiquement au même endroit dans FCP10. Et puis vous avez, alors je vais agrandir un petit peu cette partie-là, la partie Toolbox, la boîte à outils qui permet d'avoir les transitions de base, les titres et puis des générateurs qui sont disponibles. Mais aussi vous pouvez avoir accès à des plugins, mais des plugins qui vont être compatibles avec la norme OpenFX. Voilà, comme les Boris, vous voyez, que j'ai ici, que je vais pouvoir utiliser. Ok. Donc, je vais décocher ça. Voilà au niveau de la timeline. Ce que je vais faire, c'est passer directement, maintenant que j'ai le bout à bout, mes clips, j'ai enlevé le son. Je vais pouvoir aller directement dans la page Color pour pouvoir appliquer une correction colorimétrique et pour retrouver l'image telle qu'elle doit être. Parce que là, donc, ça a été tourné en mode cinéma, en mode log. Et vous voyez, j'ai pas beaucoup de contraste et pas beaucoup de saturation. Donc pour cela, alors je pourrais essayer de le faire avec, j'ai tous les outils dans la page color, hein, c'est vraiment le centre névralgique de DaVinci. Je pourrais par exemple ici essayer de contraster l'image, vous voyez, plus ou moins, et surtout moins là, parce que là je suis allé un peu fort, voilà, mais essayer de retrouver un contraste direct, sauf que là je le fais un par un. Et en plus, c'est pas exactement le gamut de la caméra parce que je ne connais pas la courbe par cœur. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de dire, bah, au lieu de travailler sur un clip, donc vous voyez ici j'ai clip, bah, je vais travailler sur toute la timeline, tout simplement. Et donc je vais utiliser la vue de droite en haut à droite en faisant Option S pour recréer un nœud. Alors les nœuds, c'est comme des calques dans Photoshop, c'est la possibilité d'avoir plusieurs nœuds, vous voyez, je peux en créer plusieurs comme ceci, et pour appliquer des filtres indépendamment. Au lieu de tout mettre sur un seul calque, un seul nœud, bah, je peux diviser, comme ça je vais pouvoir activer ou désactiver les nœuds en fonction de, je veux voir les effets, les répercussions des nœuds et des effets les uns par rapport aux autres. Donc c'est assez pratique. Là je vais juste en mettre un. Et l'intérêt, là je suis bien en timeline, donc ce que je vais faire ici sur le nœud, je vais faire un clic droit. Et j'ai accès en fait directement aux luttes qui sont ici. Donc vous voyez par défaut il n'y a pas de lutte. Je pourrais mettre des luttes par exemple 1D avec par exemple tout ce qui est Canon ou Sony S-Log2 par exemple. Ou des luttes 3D par exemple pour la caméra Arri Alexa avec le Log-C. Ou par exemple si vous voulez projeter dans différents types de correction d'espace colorimétrique. Là, bien sûr, moi j'ai accès directement au preset de Blackmagic. Donc je vais pouvoir ici choisir Blackmagic Camera, production 4K film, tout Rec 709. Donc ça veut dire vers le monde vidéo. Il y a 2 versions, je vais prendre la première. Et vous voyez qu'automatiquement maintenant je récupère la bonne saturation et je peux voir en fait un peu plus de contraste. Donc si je vais par exemple sur ce plan ici, en faisant commande D, je peux désactiver mon effet, vous voyez, avant, après la lutte. Voilà, tout simplement. Ok.
En plus de la lutte, donc pour le monteur, ça va être plus agréable de visionner ces images que des images très laiteuses, sans contraste et sans saturation. Donc, vaut mieux faire ça tout de suite. C'est pas un étalonnage final, c'est juste pour donner un confort supplémentaire au monteur ou bien au réalisateur et au chef-op quand ils vont visualiser les rushs. Ensuite, je vais ici choisir la petite flamme, ici, qui va me permettre de mettre des informations, des métadonnées supplémentaires sur l'image pour aider soit le monteur, par exemple, soit le réalisateur, par exemple, pour trouver des plans, ainsi de suite. Par exemple, je peux mettre le source timecode. Donc ça peut être très pratique aussi pour tout ce qui est mix et autres. Je peux mettre, pour une raison de sécurité, un texte, par exemple un copyright. Donc je vais mettre yakyakiak.fr, voilà, comme ceci. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ça. Et puis je vais descendre un petit peu l'opacité pour qu'on puisse voir quand même à travers s'il y a quelque chose qui se passe derrière tout ça. Vous pouvez mettre des logos, vous avez toutes les métadonnées en fait de vos clips que vous pouvez afficher. Par exemple, si vous voulez mettre le nom du fichier, vous voyez, par exemple, là je peux avoir le nom du fichier avec tout le chemin sur le disque. Bon bref, voilà, là ce que j'ai fait, c'est juste clic droit, appliquer une lutte. Ensuite, j'ai affiché deux éléments. Maintenant, c'est tout ce que le monteur a besoin. Maintenant, je vais exporter tous ces plans. Vous voyez, donc globalement, par page, c'est à chaque fois un glisser-déposer, un clic droit pour créer la timeline et décocher, donc ça fait 2 clics. Ici, un clic droit sur le nœud de la timeline et puis l'ajout des éléments. Donc en gros, en moins d'une minute, vous pouvez préparer les éléments. Et la dernière page ici, ça va être pour les exports. Alors pour les exports, c'est assez simple. Vous avez à gauche tous les réglages. Vous avez même 3 modes, basique, intermédiaire, avancé. On va rester en basique, vous allez voir. On va faire preset. Alors le preset, par défaut, c'est, vous voyez, easy setup, il n'y en a pas. Alors le setup, c'est vers quoi normalement vous voulez aller. Est-ce que vous faites juste un rendu de tous les fichiers ou individuellement ou en un seul clip, donc par exemple un rendu global dans un seul QuickTime, ou bien plusieurs fichiers QuickTime, de petits fichiers QuickTime qui correspondent à chaque clip. D'accord, avec les types de codec. Moi, ce que je vais demander, en plus du rendu des fichiers, je vais demander à ce qu'il me crée un fichier XML pour que je puisse communiquer et revenir ensuite dans DaVinci Resolve. Donc Final Cut Pro XML Round Trip, ici, c'est assez pratique. Ça va me permettre d'envoyer, en plus, de créer en fait une timeline, un événement pour FCP10 avec tout mon bout à bout directement intégré dessus. Et ça va aller un petit peu plus loin plus tard, on verra. Ensuite, vous avez Export ou Final Cut Pro. Donc ça, c'est plus pour Final Cut Pro 7. Ça crée un fichier XML pour Final Cut Pro 7. Et donc, du coup, c'est compatible aussi avec Adobe Premiere qui, lui, est capable d'ingérer et de comprendre le XML de Final Cut Pro 7. Si vous travaillez plutôt avec Avid Media Composer, vous n'avez pas utilisé le XML, mais vous avez utilisé le fichier AAF Roundtrip qui fonctionne de la même façon que du Final Cut Pro XML dessus. Donc là, je vais choisir Final Cut Pro XML Roundtrip. Du coup, mes options ici sont grisées. Je n'ai plus que la possibilité de rendre mes clips indépendamment. Et puis maintenant, je vais choisir le type de compression que je veux appliquer sur mes éléments. Donc je vais prendre du Apple ProRes 422 Proxy. Et puis au niveau de la résolution, je vais demander à avoir, au lieu d'avoir du 4K Ultra HD, ben, je vais prendre de Full HD. C'est déjà pas mal. Je vais décocher pour l'audio. Et puis au niveau du rendu, ben, je vais mettre les rendus dans mon dossier render HD. Voilà. Tout simplement, j'ajoute ce réglage-là. Alors vous pouvez avoir différents types de réglages. Là, je fais du ProRes Proxy. Ça peut être du ProRes de très haute qualité aussi pour la visualisation sur projecteur plus tard. Ça peut être du H264 si vous voulez mettre sur un FTP. Donc bref, vous allez pouvoir faire plusieurs pré-réglages et ensuite faire un rendu par lot, tout simplement. Là, j'ai un seul rendu que je vais lancer maintenant. Voilà, je fais Start Render. Et donc là, il va me calculer en fait tous les plans dans la résolution HD avec le codec Apple ProRes 422 Proxy. Ce qui est intéressant ici, donc là vous voyez je suis en haut à gauche à 9-10 images par seconde. Là je travaille sur un MacBook Pro pour l'enregistrement de ce Yacast et il faut savoir qu'avec un Mac Pro par exemple durant le Satis où je faisais cette présentation,
je tournais autour de 80 images par seconde, donc pratiquement 10 fois plus vite, parce que l'export tient compte de vos cartes graphiques. J'ai dit vos, parce que dans le Mac Pro, il y en a deux, et donc DaVinci Resolve tient compte des deux cartes graphiques. Sur certaines machines comme Linux ou Windows, vous pouvez en mettre même plus que deux. Donc ça peut être très rapide au niveau de l'export, beaucoup plus vite que le temps réel. Donc ça, par exemple, sur un film d'1 heure et demie, si vous le faites en 3/4 d'heure, c'est déjà pas mal. Donc ce que je vais faire ici, moi j'ai pas la puissance graphique, par contre j'ai un bouton spécial sur mon ordinateur qui s'appelle le Fast Forward. Et on va se retrouver dans quelques secondes pour à la fin du rendu, tout simplement. Gentlemen, we have the technology. Better, stronger, faster. Ok, donc maintenant les fichiers ont été calculés. Ce que je vais faire, c'est aller voir ce qui s'est passé au niveau du Finder. Et je peux voir maintenant que dans mon render HD ici, j'ai des clips qui ont été calculés avec une résolution de 1920 par 1080. Donc je vais pouvoir par exemple ici les sélectionner, les lire et voir en fait que j'ai la lutte qui a été appliquée sur les médias. Et je vais pouvoir regarder différents plans. Vous voyez par exemple celui-ci, tout simplement en ProRes. Je pourrais même comparer le poids. Par exemple, cette séquence ici fait 66 mégas,8. Si je vais sur les originaux, il faudrait que je retrouve le plan que c'était. Bien sûr, c'est le dernier. Voilà, là j'étais 66 mégas et l'original en fait était à 1 giga 34. Donc beaucoup de gains de place là-dessus. Mais ce qui est intéressant, en plus du rendu de ces fichiers préparés pour le monteur, c'est le fichier XML que je vais pouvoir en fait soit ouvrir en double-cliquant dessus, soit en allant dans Final Cut Pro, fichier, importer, et je peux importer le XML directement ici, HD, et avoir le XML et l'importer, tout simplement. Donc là, il m'importe le XML, je peux ouvrir le bout à bout et avoir tous mes fichiers, vous voyez, qui sont ici. Si je regarde au niveau des informations du projet, je vois que le projet, lui, il est resté en 4K, 3840 par 2160. Par contre, si je demande à afficher mon clip source, je vois que mon clip, lui, il est bien en 1920 par 1080 dessus. Donc, du coup, tous mes placements au sein de Final Cut Pro 10, je vais avoir les bons placements parce que je vais avoir le bon format directement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est très rapide. Je vais faire un montage, si on peut appeler ça un montage. Je vais juste déplacer quelques plans, réduire la durée de ces plans, tout simplement pour gagner du temps plus tard au niveau du rendu. Voilà, pour pas, parce que le super bouton avance rapide, c'est sympa, mais bon, au bout d'un moment, on a envie que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, comme ceci, j'ai tous mes plans qui ont été réduits. Je vais réduire un petit peu celui-ci, celui-là aussi. Bon, voilà. Donc, je fais un petit peu le ménage comme ça. Et puis, je vais par exemple ici, sur mes premiers plans, ici, demander à mettre des transitions. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas obligatoirement assez de matière. Je ne vais pas le mettre sur le premier ici. On va le mettre, voilà, alors c'est transition par défaut, hein, donc ce sont des fondus enchaînés. Je ne vais pas le mettre sur lui non plus. On va mettre autre chose, tout simplement. Ce que je pourrais faire ici, c'est mettre ce plan-là par-dessus l'autre, donc par exemple par-dessus celui-ci. Et puis demander à changer sa taille. Donc je vais dans vidéo, échelle, je vais pouvoir le repositionner comme ceci et le mettre par exemple tout petit en haut à gauche, comme cela. Voilà. Ok. Ensuite, je vais avoir ce plan-ci et celui-ci. Donc, ce que je pourrais faire, c'est par exemple rajouter des transitions. Mais au lieu de mettre des transitions par défaut, qu'on retrouve un petit peu les volets ou autres, je vais aller dans les transitions spécialement pour Final Cut Pro 10. Et donc, par exemple, je vais pouvoir prendre, vous voyez, il y a différentes choses. J'aime bien ici la lumière parasite. Voilà, le petit l'effet lens flare. Je vais pouvoir le mettre dessus.
Voilà, comme ceci. Et puis sur l'autre d'avant, on va mettre quelque chose d'un peu plus funky avec des flèches. Donc là, c'est vraiment des transitions spécifiques à, à FCP10. Et on va voir comment cela interagit avec Resolve. Voir ce qui passe et ce qui passe pas. Je peux aussi, par exemple, sélectionner mon plan et demander à jouer au niveau de la lumière, par exemple au niveau d'exposition. Je vais contraster ici mon image très fortement, comme ceci. On va, voilà, je vais descendre encore un peu plus pour voir si des modifications peuvent être sauvegardées au niveau des corrections que le monteur pourrait faire, lui, pour me donner une voix sur l'étalonnage dans Resolve. Ensuite, je pourrais aussi aller dans les effets. Et j'aime bien tout ce qui est effet un peu stylisé, comme ceci. Et par exemple, vous voyez le plan d'avant, il pleut. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais en fait, il pleut. Donc, je voudrais être raccord avec celui-ci. Donc, je vais rajouter le plan de pluie qui est ici. Boum. Et je vais pouvoir l'appliquer dessus. Donc là, pour l'instant, il n'est pas très fort, mais je pourrais l'ajuster plus tard. Et ce qui est important ici, c'est, vous voyez, comme je suis un projet 4K, j'ai une petite option qui est en haut qui s'appelle en fait contenu compatible 4K uniquement. Ça peut être pratique dans le cas où vous utilisez des filtres qui ne sont pas optimisés pour le 4K ou qui demandent beaucoup trop de ressources par rapport à votre carte graphique. Donc ça va vous permettre de voir, en fait, si vous décochez, je vais avoir beaucoup plus de filtres disponibles, mais ils ne seront peut-être pas compatibles pour le 4K, donc à tester. Alors, normalement, dans la démonstration et au Satis, j'avais montré que je pouvais rajouter un texte sur les éléments, positionner le texte n'importe où et le sauvegarder. La problématique, c'est que depuis le Satis, il y a eu deux mises à jour, une mise à jour pour DaVinci Resolve et une mise à jour pour FCP10. Et depuis, ça fait bugger en fait le round tripping. Donc voilà, j'attends une nouvelle mise à jour qui va corriger ce bug. Ça fait juste 2 jours que j'essaye de vous rendre ce podcast et que après de nombreux tests, je suis revenu. J'ai trouvé en fait le pourquoi du bug, c'est juste à cause du texte. Donc même si c'est un texte en Helvetica tout simple, ça fait planter le réimport dans FCP10. Donc c'est pour ça que dans cette démonstration, je ne vais pas vous montrer du texte par-dessus. Parce que cela ne fonctionne plus. Mais sachez que normalement, on va dire, avec 2 gros guillemets, que cela est tenu et pris en compte dans le XML au niveau des imports et des exports. Pour l'instant, ça fait planter le round tripping, mais voilà. Donc là, je vais pouvoir sauvegarder ce montage. Voilà, tout simplement, je vais juste réduire un petit peu la fin. En fait, j'essaye de gagner du temps au niveau du rendu. Voilà. Donc, on va faire un petit récap. Au début, j'ai des fondus tout simples. Ensuite, j'ai un fondu un petit peu plus évolué. Un deuxième encore plus évolué. Ensuite, j'ai ici un picture-in-picture avec une correction colorimétrique, là, au niveau des contrastes. Un lens flare ici pour la transition. Et puis un effet de pluie que je pourrais rendre un petit peu plus fort, par exemple. Voilà, comme ceci, mais encore une fois, on fera un réglage un petit peu plus tard. Voilà. Ok, donc je vais pouvoir sauvegarder ce fichier, exporter vers XML. Voilà. Je vais le garder ici, XML, montage. Hop, montage plus effet. On va l'appeler. Ok, et vous voyez qu'il met Resolve entre parenthèses parce qu'il sait qu'en fait je vais retourner dans Resolve. Donc je fais enregistrer, tout simplement. Et puis maintenant que c'est fait, je vais retourner tout simplement dans Resolve, dans la partie Edit, parce que c'est dans l'onglet Timeline que je vais pouvoir importer le XML. Je fais un clic droit, donc tout à l'heure j'ai utilisé Create New Timeline. Là c'est comme si je vais créer une nouvelle timeline, en fait je vais importer une nouvelle timeline, soit avec un fichier AF provenant de Media Composer, EDL, donc là c'est un peu tous les logiciels, ou alors un fichier XML qui est ici. Je vais aller dans Footage et je vais aller donc dans Render HD et voilà, j'ai XML montage Resolve. Je fais Open et là, une fenêtre qui est très importante va surgir. Alors,
Au niveau des informations les plus importantes, au début, ça va être le nom de votre timeline, d'accord? Ensuite, il y a deux options très importantes. La première, c'est automatically set project settings, donc c'est-à-dire que le fichier XML va configurer Resolve pour qu'il change les paramètres et les réglages du projet. Donc, lorsqu'on récupère un projet d'un monteur, ça peut être très intéressant parce que du coup, on ne sait pas à quelle résolution, quelle fréquence d'image le projet est réglé. Donc, lui, automatiquement, il va mettre à jour toutes les données. Donc, on n'a pas besoin d'appeler le monteur pour savoir quelles sont toutes ces informations-là. Mais nous, on sait que c'est du 4K à 24 images par seconde. Donc, je vais pouvoir décocher cette option parce que je ne veux pas que le XML modifie quoi que ce soit au sein de Resolve. Ensuite, la deuxième option va me demander est-ce qu'avec ce XML, il va importer les sources du montage que le monteur a utilisé. Dans ce cas précis, on ne va pas vouloir ça parce que, et en plus de l'importer, il va le mettre dans le media pool. Parce qu'en fait, nous, on a déjà nos rushs, mais qui sont en 4K, alors que le monteur, lui, il a utilisé des rushs en HD. En plus, il y avait le timecode et tout ça qui était intégré. Donc, je ne veux pas utiliser ça. Donc, je décoche les deux premières options. En décochant ça, automatiquement, Resolve va faire la conformation en 4K de mon montage. Donc, c'est très important. En bas, il y a deux options. Use Sizing Information, donc ça c'est pour tout ce qui est changement d'échelle, et là on l'a utilisé dans le Picture in Picture, donc ça je vais le garder. Et Use Color Information, là on l'a utilisé aussi pour l'effet de contraste que j'ai appliqué dans le Picture in Picture justement. Donc je vais cocher les deux options, et puis je vais faire OK, tout simplement. Il va me faire le montage ici, donc le XML, et puis après il va me faire le lien avec tous les fichiers automatiquement. Je fais Shift Z comme dans Final Cut Pro 10 pour avoir les médias. Et donc maintenant, je récupère ici, vous voyez, le montage avec mes rushs originaux en 4K. Alors là, vous pouvez me dire, mais c'est bizarre parce que vous voyez, on a le copyright et puis on a le source timecode. En fait, comme j'ai fait dans la démo ici, j'ai pas quitté Resolve, il a gardé les paramètres. Donc il suffit juste de décocher les deux options ici pour, au niveau de mon montage, voir en fait mes fichiers en pleine résolution. Donc à partir de là, vous voyez qu'on a visuellement dans le montage les transitions qui sont apparues. Voilà, ici. Sauf qu'au début, donc j'ai bien les fondus. On va voir que les transitions un peu spéciales ont disparu et ont laissé place à des fondus enchaînés, tout simplement. Ensuite, on va regarder le Picture in Picture. Donc le Picture in Picture, ici, vous voyez qu'il est présent. Et en plus, il y a le contraste que j'ai appliqué. Donc ça, c'est grâce à l'option Use Color Information. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que le monteur peut demander, ou avec le réalisateur, ils peuvent demander à l'étalonneur, bah, tiens, regarde cet élément-là, on le verra tout à l'heure. On a fait des modifications, est-ce que tu peux mettre ce genre d'effet dessus? Ensuite, je vais aller sur l'autre transition. Normalement, j'avais un effet de lens flare qui apparaît, donc là, il n'y est plus. Et ensuite, on avait un effet de pluie sur l'élément. Pareil, il n'est plus présent. Alors, on va voir si c'est possible de récupérer tous ces éléments-là, bien sûr. D'accord? Donc là, pour l'instant, on a juste récupéré le Picture in Picture. On a récupéré les transitions de base. Voilà, c'est tout simplement. Si le texte eût marché, en fait, on aurait eu le texte sans la taille et en fait sans la position non plus. Et sans la fonte. Si vous avez choisi une fonte un peu plus exotique, on aurait une fonte de base. Voilà. Mais on aurait gardé, par exemple, si vous avez changé la couleur du texte, ça aurait été transmis. Mais la fonte et la taille n'auraient pas été transmis. Mais ces données sont toujours dans le fichier XML. Donc c'est ça qui est important, c'est que ces données ne sont pas perdues. Et vous allez voir comment on va pouvoir les récupérer. Donc je vais aller dans la partie color. Ici. Alors, je vais pas étalonner les plans, tous les plans déjà, parce que sinon le podcast va faire 3 heures. Ce que je vais faire, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais aller dans Timeline, appliquer deux nœuds, donc Alt S, Option S deux fois. Donc dans le premier nœud ici, je vais pouvoir le sélectionner. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer la lutte de tout à l'heure, la lutte caméra 4K vers film, comme ceci. Donc là, je retrouve la saturation de base de tous mes plans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord. Ensuite, ce que je vais faire sur le deuxième nœud, c'est que je vais pouvoir ici
appliquer un effet vignette. Donc je vais le faire très rapidement. Pour cela, je vais aller dans les masques. Je vais inverser un masque rond. Je vais mettre ici voilà, sur un plan comme ça, on va mieux voir. Je vais descendre les offsets à l'extérieur donc de ce masque. Et je vais ensuite étirer ce masque. Voilà, comme ceci. Et boum. Et je vais jouer bien sûr sur la softness. C'est ce qui fait toute la différence. Voilà, sur une vignette pour pas voir les contours dessus. La petite chose que je voulais voir, c'est en cliquant sur ce clip ici. Donc là, je peux voir mon clip avec le Unmix tout court. Ce que je peux vous montrer, c'est que ce clip, vous voyez, il a des réglages en lift, en gamma et en gain qui ont été modifiés. Ça provient directement du monteur. Donc dans le XML, ces informations ont été transmises via le XML. Donc après, moi, je pourrais faire un petit reset, par exemple, pour dire, je vais resetter tous ces paramètres et comme j'ai appliqué la lutte, je vais par exemple régler moi-même ce contraste. Alors je pourrais prendre par exemple l'autre, voilà, recontraster un petit peu l'image manuellement, voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'ai appliqué mes deux effets, mon effet de vignette sur tous les plans. On va dire que l'étalonnage est finalisé, comme ceci, voilà. J'ai tous mes plans. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans Deliver, ici, défaire la tâche que j'ai rendue précédemment. Et puis je vais dire que je vais refaire un round tripping, je vais renvoyer mes éléments étalonnés dans Final Cut Pro 10. Mais cette fois-ci, au lieu de jouer avec du proxy 422, je vais prendre par exemple du 422 HQ ou bien du 4444. 4444, voilà, il y a 44. Et je vais garder la résolution 4K UHD pour avoir la résolution finale. Je enlève l'export audio et puis dans mon rendu, je vais faire le rendu. Voilà, j'ai préparé un dossier rendu 4K. Je vais pouvoir sélectionner comme ceci. Je vais demander à ajouter l'ensemble de mes éléments dans la liste de rendu. Et puis, je vais cliquer sur Start Render. Alors, comme tout à l'heure, je vais activer le boost de mon MacBook Pro et on se retrouve dans quelques secondes. Donc on arrive à la fin du rendu. Voilà, le rendu vient de se terminer. Très pratique cette fonction, ce petit bouton boost. Je crois que je vais lancer un Kickstarter ou un Ulule prochainement pour l'accélération des rendus. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est retourner ici dans mon Finder, voir qu'au niveau de mon render 4K, ici j'ai bien des éléments qui ont été calculés ici et je vois en fait mes éléments avec les différents rendus. Donc là je peux voir que c'est bien du 4K avec l'étalonnage de tous mes éléments. Et bien sûr, j'ai un fichier XML que je vais pouvoir importer directement dans Final Cut Pro 10. Je vais dans ici mon rendu 4K, je sélectionne ici le dossier. Il importe le fichier, j'ai plus besoin qu'à double-cliquer sur mon élément. Et là, je vois en fait tous mes éléments avec mes transitions qui sont sélectionnées. Si je choisis un plan, je fais Shift F, je vais pouvoir voir l'élément ici dans le Source Viewer. Je vais l'agrandir un petit peu. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai mon fichier source. Je vais bien vérifier au niveau de l'info que c'est une résolution Ultra HD. Donc c'est le cas ici, qu'il est bien en Apple ProRes 44444. Voilà, en progressif, à 24 images par seconde. Donc là maintenant, j'ai mes sources qui sont vraiment avec les bonnes transitions. La seule chose, vous voyez, qui est ici, et là c'est un peu la déception, c'est que j'ai rendu en fait en ProRes 4x4 et la problématique c'est que normalement je pourrais sélectionner mon élément et normalement il tient compte le ProRes 4x4 par l'alpha, sauf que ici je peux essayer de choisir différents alphas. En fait Resolve calcule du noir et ne calcule pas en fait de l'alpha. Donc ça c'est un petit peu dommage. Globalement c'est assez rapide à corriger. Vous voyez, il suffit juste de faire un crop. Donc là je fais un petit peu rapidement, mais vous voyez le principe. Je vais aller au bord de l'image.
On peut être un peu plus précis que ça. Voilà, et donc du coup, maintenant j'ai mon image qui est croppée. Mais bon, on aurait aimé que Resolve puisse sortir un canal alpha, surtout en ProRes 4444. Et donc voilà. Ensuite, je continue ici mon élément, et là je vois que j'ai la transition donc en lens flare, donc elle est revenue, et j'ai, si je sélectionne ici mon fichier, j'ai mon filtre. Je vais aller dans vidéo, pluie en fait, qui est de retour, donc je vais pouvoir accentuer l'effet de la pluie, mettre high quality ici pour que vous voyez un petit peu mieux, et modifier l'orientation de la pluie par exemple, comme ceci. Donc là, du coup, j'ai retrouvé des filtres spécifiques à Final Cut Pro 10, que ce soit des transitions, par exemple, comme le lens flare ici, ou bien les flèches. Voilà, après, j'ai pas testé tous les filtres, et vu les problèmes que j'ai rencontrés avec les deux mises à jour, il y a peut-être y avoir sur certains filtres des problématiques. Donc je dis pas que tous les filtres fonctionnent, loin de là, mais globalement, d'après mes tests, la plupart fonctionnent. Il faudra peut-être voir si cumuler différents filtres ensemble pose des problèmes. En tous les cas, pour l'instant, les filtres de base de FCP10 ont l'air de fonctionner. À voir aussi avec les plugins. Est-ce que les plugins externes, Fix Factory par exemple, alors j'en ai testé quelques-uns de Fix Factory qui marchaient très bien, mais le Core Melt, voilà, tous les autres, faudrait les tester un par un pour voir si normalement les changes XML devraient tout garder. Et c'est là l'intérêt de passer avec le XML, c'est-à-dire que vous voyez, je suis parti de Resolve sans effet, je suis passé dans Final Cut Pro 10 en ressortant un XML avec plein d'effets. Même si ces effets ne sont pas retrouvés directement dans Resolve, ils sont au sein du fichier XML, et en gardant l'export XML Final Cut Pro 10, Final Cut Pro XML Round Tripping, je garde toutes ces informations. Donc à aucun moment donné, les informations sont perdues. Et donc voilà. Donc à voir après si les problèmes que j'ai rencontrés, c'est en fonction de ma machine, parce que sur le Mac Pro, j'avais vraiment aucun problème. C'est peut-être ça aussi, gérer du 4K comme ça sur le MacBook Pro, c'est peut-être une problématique. En tous les cas, bah, n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des tests chez vous, voir si vous rencontrez des problèmes. Mais honnêtement, ça marche plutôt pas mal, tout le round tripping entre Resolve et Final Cut Pro 10. Et puis ça doit marcher de la même façon normalement avec Adobe Premiere, en utilisant la deuxième option de Final Cut Pro, et Avid Media Composer, même si je crois qu'il y a eu quelques soucis à un moment donné avec les fichiers AF. En tous les cas, merci d'avoir tenu jusqu'au bout de ce Yaccast, et puis on se retrouve très prochainement, ou peut-être l'année prochaine, je sais pas, on va voir, mais on vous réserve quelques surprises pour Noël. Allez, en tous les cas, ciao ciao, bonne journée à vous, bonne soirée, et à très bientôt sur yakakak.fr. Ciao ciao.